Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île aux Moines que vous pouvez voir derrière cette bouée. Située au cœur du golfe du Morbihan, il va nous falloir traverser ce petit détroit de 300 mètres où l'on peut clairement voir le bateau lutter contre le courant de Port-Blanc, le forçant à avancer tel un crabe sur le côté. Mais le voilà qui arrive déjà, alors montez avec moi que je vous raconte ce que nous allons faire là-bas le temps de la traversée. Cette vidéo, créée spécialement pour l'édition 2024 de Numérigolf, a aussi pour but de soutenir l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan, afin de mieux les protéger et les préserver à l'avenir. Et j'ai réalisé, en préparant ce travail, à quel point ce patrimoine archéologique est démesuré à l'échelle du territoire. Chaque zone noire sur cette carte en désigne un ou plusieurs, allant des menhirs seuls ou en alignement, aux tumulus, tertres, cairns ou allées couvertes, en passant par les dolmens. Et dans le cas présent, le dolmen de Pénap que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais avant de vous y emmener, nous allons d'abord nous arrêter à l'enceinte de Kergonan. Située au cœur du hameau du même nom, vous êtes devant la première pierre d'un arc évasé de 34 pierres dressées, dont certaines sont couchées d'ailleurs, qui sont protégées au titre des monuments historiques depuis le 19e siècle. Et croyez-moi, cette enceinte offre un cadre très agréable pour faire une pause lors d'une randonnée. Chaque pierre a son identité propre, et voici mes 3 préférées, l'une pour sa forme un peu étrange, l'autre pour son aspect imposant qui semble se dresser au-dessus de nous, et cette dernière qui clôture l'enceinte de l'autre côté, qu'on appelle aussi le moine, et vu sa forme, on comprend aisément pourquoi. Je n'ai pu m'empêcher de m'arrêter filmer pour partager avec vous la vue de ces quelques épaves qui dorment sur leur lit de sable juste au pied du site du dolmen. Elles vous donnent un peu de contexte sur le paysage avoisinant, mais elles sont aussi les témoins de temps passés. Certes bien moins lointain que la création d'un dolmen, mais racontent une époque où la pêche était encore une activité à taille humaine. Elles dégagent une étrange poésie à mes yeux. Les échos d'une vie simple de marin, sûrement très rude, mais aussi plein d'instants suspendus comme la sensation d'un navire filant sur les flots dans un lever de soleil, ou des embruns et du vent sur le visage. Ce genre de vestige est toujours une invitation à l'imaginaire pour moi, et si vous décidez d'aller visiter l'île et que vous aimez aussi ressentir l'émoi que procurent ces traces bien visibles de l'histoire, n'oubliez pas de vous y arrêter. Et nous y voilà, le fameux dolmen, perché sur sa petite colline, dominant la mer des deux côtés. On suppose qu'à l'époque, avant que la végétation et l'urbanisation ne changent le paysage, ce point de vue permettait un dialogue, une visibilité mutuelle avec d'autres sites mégalithiques du Golfe, comme le cairn de Gavrinis, situé juste derrière les arbres, ou le tumulus de Tumiac, reliant ces points dans une histoire qui nous échappe. Aujourd'hui, le département du Morbihan et le Conservatoire du Littoral, qui sont propriétaires des parcelles adjacentes, travaillent ensemble à ouvrir le panorama et le rendre plus visible depuis la mer et les autres îles. Ces édifices ont longtemps été source de légendes et de théories diverses, aussi bien habitat d'êtres fantastiques que supposés hôtels de sacrifice. On sait maintenant, depuis les fouilles d'autres sites similaires, que leur fonction était funéraire. Ce dolmen est une tombe. Il appartient à un ensemble qui était bien plus vaste, un grand tertre dont ne subsiste aujourd'hui que le talus que vous pouvez voir derrière le dolmen. Dolmen, c'est un mot breton composé de dol pour table et men qui veut dire pierre. Une table de pierre qui apparaît comme ça aujourd'hui, mais fut à l'époque recouverte de pierre pour former un cairn. La table de couverture, qui fait 4,15 mètres par 3,66 et 80 cm d'épaisseur, pèse à elle seule 25 tonnes. Cette tombe est composée d'une quinzaine de piliers qu'on appelle orthostates en archéologie. Il y en avait 17 à l'origine, et une troisième table de couverture venait recouvrir la partie du milieu, qui a malheureusement été retirée et posée à 15 mètres de là, sûrement lors d'une tentative de destruction.
Ce qui fait l'intérêt particulier de ce site, c'est 3 stèles comportant des gravures qui datent du néolithique. Le temps les a presque fait disparaître à l'œil nu, mais grâce à une étude récente de 2018 dirigée par Serge Cassen qui les a scannées, elle révèle un peu plus que ce que l'on peut déjà distinguer à l'œil nu, faisant apparaître des tentacules, identifiant cette gravure comme la représentation possible d'un calamar géant, et sur celle-ci, un cachalot avec son jet d'eau caractéristique, sa nageoire caudale, et surtout juste à côté ce qui semble être une embarcation avec à son bord 3 personnes, dont j'interprète grossièrement les traits pour le récit. Sachant qu'aujourd'hui, ce que l'on sait des calamars géants, on le sait en partie grâce au cachalot, qui est un prédateur du calamar dont il se nourrit à 80%, et dont on a pu retrouver et observer des restes dans leurs estomacs. Mais le plus impressionnant dans tout ça, ce sont les cicatrices circulaires de ventouses sur leur peau, vestiges d'un combat de géants dont la plus grosse observée faisait 45 cm de diamètre, ce qui par proportion donnerait un calamar de plus de 60 mètres de long. Même si cela reste très hypothétique, cela expliquerait bien pourquoi nos ancêtres auraient pu vouloir graver une telle rencontre dans la pierre. Au XIXe siècle, ce dolmen a aussi servi de refuge à une pauvre famille de pêcheurs. Composée de mari et femme, avec leurs 2 enfants, et cela pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils quittent l'île en 1840. On suppose que cela expliquerait la présence d'une croix chrétienne gravée sur une des stèles de la chambre et révélée par le scan. Mais elle n'a clairement rien à voir avec ces autres gravures néolithiques présentes sur la 3e stèle, dont la crosse que l'on retrouve en haut, et ce qui semblerait être les traits d'une hache polie incomplète en bas. 2 motifs récurrents de l'art rupestre préhistorique. En passant quelques heures sur ces lieux dans les vents froids de janvier, j'ai tenté de m'imaginer un hiver breton au creux de ces pierres en pleine tempête, et clairement, cela m'aura fait frissonner. J'espère, s'il n'existait pas déjà, avoir créé chez vous l'intérêt pour ces sites mégalithiques qui nécessitent d'être mieux protégés, autant pour leur dimension historique que paysagère, entourés d'espaces naturels sensibles à préserver eux aussi, comme cette lande qui borde le dolmen où pousse une espèce protégée, l'asphodèle d'Arondeau, dont la magnifique floraison peut être observée pendant le mois d'avril. Finalement, j'espère aussi vous avoir donné l'envie de partir vous-même, comme je l'ai fait, à la découverte de ces héritages et de leurs paysages.